derrière. Eh ben, on a des éléments depuis ce matin, Nivine Potros, puisque le FSB communique. Le rapport du FSB ce matin pointe 8 suspects, donc 5 Russes et 3 citoyens ukrainiens et arméniens. Ce qui frappe notamment, c'est la précision de ce modus operandi de l'opération sur lequel les services secrets russes communiquent également, Nivine. Alors effectivement, on connaît quasiment tous les détails de cette opération qui, selon le FSB, se serait déroulée au début du mois d'août dans le port d'Odessa. C'est à Odessa qu'un bateau aurait été chargé avec un engin explosif à direction le port bulgare de Roussé. À partir de là, direction un autre port, celui de Poti en Géorgie. Une fois l'engin arrivé en Géorgie, c'est un camion qui va venir le chercher et qui va ensuite l'emmener dans la capitale arménienne, à Erevan. Toujours évidemment selon le FSB, à Erevan, dans la capitale arménienne, des premiers contrôles de douane sont effectués. Le camion a l'autorisation de circuler librement. Selon le FSB, la nature de la cargaison aurait été changée. Les documents auraient été falsifiés une première fois pour permettre évidemment à cet engin explosif de traverser ensuite le reste du territoire. Une fois passé ce premier contrôle, le camion va se diriger cette fois en Russie, dans la ville d'Amarvarir. Et là aussi, deuxième contrôle des douanes, deuxième autorisation de passage. Le FSB publie même des documents qui prouvent effectivement que tout ceci a été falsifié, maquillé par les Ukrainiens pour obtenir évidemment l'autorisation de circuler librement. Sur ces documents, on peut également voir la destination de ce camion, une société basée en Crimée. Nous sommes cette fois le 8 octobre. Après avoir obtenu le feu vert de deux douanes, le camion se dirige vers la Crimée, plus précisément vers la ville de Simferopol. Et puis à 6h03, survient cette explosion sur le pont de Crimée. Voilà le scénario, voilà comment cela s'est passé selon le FSB. Et à la tête de cette opération, il y a un homme. Cet homme, le voici, c'est Kirill Boudanov, c'est le chef du renseignement militaire ukrainien qui a évidemment emprunté une fausse identité avec un numéro de téléphone qui n'était évidemment pas le sien pour parler à toutes les personnes qui l'ont aidé. Il y a notamment ces deux hommes qui les ont épaulés, là aussi avec les photos publiées directement par les renseignements russes. Alors, ils n'étaient pas que 3, puisque selon le FSB, c'est 12 personnes, 12 complices qui ont été identifiés. On connaît leur nom, on connaît également leur nationalité, la mission, ce pourquoi ils avaient été mandatés. Certains en charge du transport, un certain Levan a été le courtier dans cette opération. Et puis un Ukrainien, lui, il a donné son identité pour que le téléphone soit enregistré à son nom. Voilà, selon le Kremlin, comment s'est déroulée cette opération. Et Nivine, on connaît aussi l'arme du crime. Alors effectivement, l'arme du crime, c'est celle-ci, c'est évidemment ce camion qui aurait explosé ce week-end sur le pont de Crimée. Alors le FSB est même parvenu à retrouver une photo du rayon X, du contenu de ce camion. On sait donc ce qu'il contenait plus précisément, ce camion. Cette photo, je vous la montre. La voici. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce camion ? Bien évidemment, l'engin explosif qui aurait été dissimulé dans 22 palettes de rouleaux de film plastique. C'est très précis. 22 tonnes, cette cargaison, nous dit le FSB. Alors, évidemment, ce scénario très précis, il n'est pas du tout du goût des Ukrainiens qui crient à la manipulation et qui ont trouvé un argument infaillible pour contredire la version du FSB. C'est cette photo, cette même photo du rayon X du camion, sauf que là, il y a deux différences. Je vous les montre. D'abord, regardez la roue de secours du camion. Elle manque dans cette photo au rayon X. Et puis, un autre problème qui est là un peu plus compliqué à dissimuler, le nombre de roues. Vous le voyez, il n'est pas le même entre la vidéo qui a été publiée par les autorités russes et par cette photo au rayon X, elle aussi publiée par les autorités russes. Merci beaucoup, Nivine Potros, pour ces précisions, ces explications très complètes. Alors, crédible ou pas, on va se poser la question en plateau. Élément de réponse, tout d'abord, avec le colonel Père de Jong, qui a répondu à cette question il y a quelques minutes. Le FSB est plutôt un service de renseignement efficace.
Et donc, ils sont capables de montage comme capables de trouver des solutions aux différents problèmes. Donc, je pense que c'est assez crédible parce que, vous savez, un camion de cette dimension-là, ça ne se promène pas comme ça. Donc, en fait, ils l'ont suivi. Vous savez, en France, c'est la même chose. On peut trouver une enquête peut être menée vite fait. Il suffit simplement d'avoir le point de contact. Et là, le point de contact qu'il avait, c'est le camion. Et donc, la chaîne est remontée sur le camion. Donc, on l'a trouvé. Le problème du FSB, c'est que peut-être, et votre dernière intervention est intéressante, c'est que le fait d'en rajouter, si vous voulez, le fait d'avoir la photographie de l'intérieur du camion, et peut-être le petit delta un petit peu en trop, à force de trop vouloir, quand on a trouvé la solution, si vous voulez, ils en font un peu trop. C'est un petit peu la séquence, je ne sais pas si vous vous rappelez, la séquence du bombardement de cette fameuse plateforme qui était en fait une épave au milieu de la mer Noire. Donc c'est un peu le problème du FSB, c'est qu'ils mettent la barre un petit peu haut, mais encore une fois, c'est crédible. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, ce n'est pas les Russes qui ont détruit ce pont-là, ça n'a vraiment aucun sens. Donc ça peut être que les Ukrainiens ou éventuellement des alliés, je dirais, collatéraux. Mais ça ne peut pas être les Ukrainiens. Donc encore une fois, les Russes avaient besoin, si vous voulez, de démontrer que c'était les Ukrainiens. Bon, ils le démontrent. Bon, voilà, encore une fois, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ce prétexte-là pour bombarder l'ensemble de l'Ukraine tel qu'ils l'ont fait cette semaine. On continue le crédible, pas crédible avec ce que je vous rappelle comme information qu'on vous donnait tout à l'heure, c'est-à-dire cette intervention de Vladimir Poutine qui dit que derrière tout ça, il y aurait bien évidemment les États-Unis. Charles d'Anjou, crédible, pas crédible, cette enquête express du FSB ? 4 jours. Oui, ben, ça paraît évident que c'est l'explosion d'un camion. Maintenant, ce qu'il faut souligner, c'est que cette guerre, c'est certes un front avec 2 armées, etc. C'est aussi une guerre de services spéciaux. Et le SBU, c'est le pendant du FSB en Ukraine, c'est-à-dire c'est l'héritier du KGB. Donc c'est des gens qui disposent de moyens, qui ont une formation, et puis qui disposent de relais très importants en Russie, puisqu'en Russie, on dit avant-guerre, c'est près de 4 millions d'Ukrainiens qui vivent en Russie. La plupart sont restés, mais il est évident qu'ils ont des complicités, ils ont des agents, ils ont des sources, etc. sur le territoire ukrainien. Donc c'est un vrai problème d'ailleurs. Vous dites qu'ils ont partagé les mêmes méthodes, en fin de compte, c'est une émanation quelque part. Bien sûr, c'est la même école, c'est la même formation. Et en plus, il faut souligner aussi que pour rentrer sur le territoire russe maintenant, à Kherson, Zaporizhzhia, etc., un simple passeport ukrainien suffit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un passeport russe pour rentrer dans les territoires conquis par les Russes. Il y a beaucoup d'Ukrainiens. La Russie est ouverte en fait aux Ukrainiens. Ils essaient de récupérer, d'attirer un maximum d'Ukrainiens. Quand j'étais pour un reportage sur le seul point de passage entre les territoires pris par les Russes et le reste de l'Ukraine, près de Zaporizhzhia, pas loin de la centrale, il y avait la plupart des gens qui attendaient dans la file pour entrer dans les territoires pris par les Russes. C'était des gens avec des passeports ukrainiens, beaucoup d'ailleurs d'habitants de Mariupol. Et une fois passé ce checkpoint, ils pouvaient rentrer en toute liberté, y compris en Russie. Enquête express, crédible, pas crédible, on continue. En tout cas, ce qui est absolument sûr, c'est que le FSB, en ce moment, a une capacité à mener des enquêtes en à peine 48 heures qui est assez extraordinaire. Je me souviens des images de Daria Dugina, bien évidemment. Exactement, j'allais évoquer ça. Il a été tué dans une explosion. Avec moult preuves. Il y a toujours des documents. Beaucoup de documents, preuves à l'appui, etc. Donc, ils ont une capacité... Ça vous évoque quoi, du coup ? Parce que je vous sens trop de documents. Trop de documents et surtout, je reviens toujours à mes sujets, donc j'analyse toujours ça par mes prismes, mais c'est toujours en fait une inflation d'informations qui noie et en fait qui participe encore, en fait, trop d'informations tue l'information. C'est un peu ce qu'il dit. Il démontre rien là en fait. C'est trop bien fait. Des incidents, mais il y a plein de preuves, mais il démontre rien. tout le temps. Alors il y a eu l'attentat contre la fille de Guina, il y a ça, et donc en fait on abreuve d'informations, de preuves, etc. Et puis en fait il ne se passe rien après. Donc ça a l'air d'être une sacrée stratégie informationnelle en tout cas. Donc ça y participe. C'est pourquoi il est nécessaire de s'accrocher, d'observer les faits. Les faits, c'est quoi ? Les faits, c'est que l'opération a réussi. Mais combien d'opérations ont échoué avant que celles-ci réussissent ? Ça, on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Les Russes, d'ailleurs, parlent aussi d'opérations terroristes qui ont eu lieu menées par les services secrets ukrainiens il y a quelques jours. Bien sûr. Mais le FSB est beaucoup moins doué pour protéger des ouvrages aussi symboliques que ce pont qui a été surnommé le pont de Poutine et qui est en fait le cordon ombilical entre la mère patrie, la Russie,
et la Crimée. Ça c'est dans l'esprit russe, hein, c'est pas dans le mien. Les Ukrainiens, eux, considèrent que c'est totalement l'Ukraine. Ils ont été totalement incapables, à un endroit où les contrôles sont certainement parmi les plus stricts de toute la Russie, à empêcher cet attentat. Si ça s'est fait avec ce camion piégé, ce qui n'est pas non plus une évidence totale. On n'a pas de preuve que ce soit ce camion qui ait déclenché l'explosion. C'est ce qui ressort pour le moment de l'enquête. C'est ce que dit le FSB. Oui. Bon, je reviens sur les propos d'Asna qui me paraissent tout à fait intéressants, bien sûr. Pour réaliser une telle opération, il faut énormément de moyens. Mais lorsque l'on voit le narratif de cette opération, c'est un cas d'école. Il va falloir que l'on l'étudie de très près parce que ça va être enseigné dans nos écoles pour les forces spéciales. Donc c'est trop bien, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Ça brouille les pistes dès le départ, mais avec une prise de risque importante. Parce que du coup, le fait de circuler de pays en pays... J'ai travaillé un petit peu dans ce domaine, et notamment les dossiers d'objectifs, etc. Moi, j'ai jamais vu d'opération qui se déroulait de cette manière. C'est trop bien fait. L'histoire est trop belle. C'est extraordinaire. C'est remarquable. Moi, les Ukrainiens sont très forts, donc. Je vais l'acheter, et puis je vais l'étudier de très près. Les Russes n'ont pas raison, les Ukrainiens sont très très forts en fait. C'est ça qui démontre. Oui, et juste d'un mot, parce que ce qu'on observe aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est cette rhétorique vraiment du terrorisme. Donc ils sont attaqués, mais vraiment du terrorisme. Donc en fait, c'est presque, ils sont toujours attaqués. Jour, hein, et ce qui est très intéressant, c'est que hier, Meta, donc Facebook, réseau social qui a été donc interdit en mars dernier, a été classé sur la liste des organisations terroristes et extrémistes. Exactement. Et donc en fait, ils sont vraiment tous azimuts sur cette rhétorique de on est ça parle attaqué par des organisations terroristes occidentales. Le terrorisme dans la bouche de Poutine et dans la bouche du KGB, c'est un mot valise. Oui. C'est-à-dire qu'on peut mettre plein de choses dans le terrorisme. Oui, oui, puis ça nous parle beaucoup puisqu'on a été victime. Aussi. Mais bien entendu, parce que ça parle. Et pour les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. Exactement. Charles, il faut dire sur la question. C'est intéressant d'avoir cette position américaine. Sur la question du pont que j'ai emprunté au mois d'août et au mois de septembre, le pont a été protégé par les Russes contre les missiles ukrainiens. Ça veut dire que vous avez des systèmes de protection antiaérien tout autour du pont, sur les collines environnantes. En revanche, l'accès au pont est quasiment totalement libre. C'est-à-dire que vous avez un vague contrôle à l'entrée, aux deux extrémités du pont. Mais en réalité, il faut imaginer le trafic de ce pont, c'est non seulement évidemment un trafic de camions qui permettent de ravitailler la Crimée, aussi des véhicules militaires. Là, le double effet, en fait, c'est l'explosion d'un convoi de citernes d'essence. Et donc, on le voit d'ailleurs sur les images que vous avez diffusées, c'est que le camion s'arrête. Et il y a un policier chargé du contrôle des routes qui ouvre vaguement les portes du camion, mais qui en fait ne contrôle pas la marchandise. Et donc il y a certainement, je dirais, peut-être une sous-estimation du risque par les Russes, mais il faut aussi s'imaginer que bloquer le trafic pour contrôler chaque camion, c'est strictement impossible. Il y a ce pont, c'est des passages, bien sûr. Autre point à évoquer, c'est que le camion n'est pas pesé. Or, c'est le B.A.-ba. Lorsque un camion arrive, il faut peser pour savoir si la marchandise qui est déclarée correspond entre des rouleaux de plastique et si vous avez des rouleaux de plastique, un rouleau de plastique, c'est pas lourd. Mais comme le dit Charles, visiblement, le trafic est à ce point important qu'on ne peut pas tout faire. Jean-Éric Brana, on se retrouve une dernière fois parce qu'on est parti également de cette intervention il y a quelques minutes de Vladimir Poutine qui, sans trop se cacher, dit derrière tout ça, derrière tous ces actes terroristes, et ça pour lui c'en est un, il y a les États-Unis. Oui, on l'a dit, effectivement, c'est la marotte de Vladimir Poutine de rentrer directement en conflit avec l'échelon supérieur. Alors, il s'agit de dénigrer complètement les Ukrainiens, de ne pas les faire exister et de pouvoir attaquer à sa guise qui veut quand il veut dans ce territoire, puisque, bon, il a déjà annexé une partie. Donc il estime que c'est assez facile et qu'il faut en rester là. Vous avez entendu tous ces gens qui actuellement expliquent que maintenant il faudrait négocier avec lui et en rester là où il est aujourd'hui. On les a nommés, Elon Musk, Orban, Trump et quelques autres qui pensent que la paix avant tout, même s'il faut abandonner un tiers du territoire ukrainien, pourquoi pas. Donc ça n'est qu'une continuité. Depuis le 24 février, rien n'a changé. Dans son discours, il reprend les mêmes termes. Donc ce sont des nazis, torture, voilà, des gros méchants. Maintenant, je vais aller au-dessus. Je vais essayer de discuter avec des gens un peu plus sages. Tout en me confrontant à eux, en parlant de Biden. Si vous me permettez un mot sur la petite conversation qu'il y a eu tout à l'heure avec le pont de Kerch, moi j'avais envie de dire, en recherche,
on met des hypothèses sur la table, on est coutumier de ça, il faut bien mettre des hypothèses pour pouvoir aller quelque part, c'est ce que fait la police aussi. Alors, je ne suis pas en train de dire que je sais ce qui s'est passé, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, peut-être que tous les détails sont vrais, mais en revanche, ce qui est intéressant dans toute cette histoire, c'est la manière dont les Russes le racontent, parce qu'ils ont quand même rajouté des éléments qu'on n'avait pas ou qu'on n'avait plus depuis quelque temps et qui sont, je crois, relevés. D'abord, c'est que ça partirait de Mariupol, ça veut dire qu'il y a donc un point faible à Mariupol, et peut-être que Poutine veut nous expliquer qu'il faut aller fermer ce maillon faible qui attaque la sécurité de la Russie et puis l'Arménie également. Donc là, on voit que Poutine Poutine et ceux qui sont autour de lui, désignent encore d'autres cibles, bien au-delà des territoires annexés de la Crimée. Moi, ce que je comprends de tout cela, c'est que c'est loin de se terminer. L'histoire est belle. Restez avec nous parce qu'on a une toute petite question dans un instant à